Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de La Panse de l'Ogre, un balado en 3 parties qui s'efforce d'explorer l'influence possible des politiques publiques sur les émotions des locataires qui vivent dans la précarité. Mon nom, Alex Blaise. Je suis étudiant-chercheur au cycle supérieur de l'Université de Montréal avec une spécialisation dans le champ de la communication politique. Co-créé et co-animé avec Julie-Émilie Debord, ce balado est une adaptation audio de mon mémoire de maîtrise en recherche-création. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier et logistique du collectif de recherche et d'action sur l'habitat, plus connu sous le nom du CRASH. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes 1 et 2, je vous invite à aller les écouter. Synopsis démembrement partie 3. Le propriétaire a eu gain de cause. Sa demande subséquente a été approuvée. Un délai supplémentaire lui a été accordé pour sa demande en fixation de loyer. Le locataire se rend alors à une 3e audience. Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête? Le lendemain matin, à l'heure de l'audience, c'est un jeune homme aux épaules courbaturées par la résignation qui s'est pointé au tribunal administratif du logement. Un damné, en somme. Il considérait ses mains avec bizarrerie. Elles piquaient sa curiosité. On aurait dit qu'il pouvait presque voir à travers elles. Suis-je en train de devenir invisible? De disparaître? La question n'avait rien de métaphorique. Il marchait péniblement. Ses bottes, plus lourdes que d'habitude, semblaient couler dans le béton. D'ailleurs, le matin même, la tentation de déclarer forfait lui avait traversé l'esprit. Il était à 2 doigts d'y céder. Mais il a songé à l'arrogance du proprio, à la gifle administrative de Bouclette, et s'est ravisé. « Qu'ils aillent se faire foutre !» pestait-il à part soi. « Hors de question que je me laisse enfirouaper comme ça !» Cela dit, une fois l'audience pour fixation de loyer, le locataire savait son sort joué d'avance. Une formalité administrative, qu'il se disait. L'audience se déroulait dans une salle sans fenêtre, aveugle. Dans le souvenir du locataire, cette salle s'imprègne d'une odeur de moisi et d'une atmosphère à ce point oppressante que l'air, gluant, obstruait sa gorge. De longues pattes de coquerelles qui ressemblaient à s'y méprendre à des micros filiformes remuaient au plafond où une ampoule clignait de l'œil. Les murs, fissurés de toutes parts, s'écaillaient. Un arbre, frappé par la foudre, l'air desséché, trônait à la place du juge. En fait, méprise, c'était le juge, ou plutôt la juge. Ses cheveux, parcourus de mèches grisonnantes, étaient coiffés avec rectitude. Un collier à grosses billes blanches enserrait son cou strié comme une écorce. Une paire de lunettes à double foyer chevauchait son nez éminemment long et distingué. Sitôt les parties installées dans leurs box respectifs, l'arbre s'est adressé à elle en pinçant une branche de ses lunettes. « Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité ?»« Je le jure, votre honneur !» a miaulé le proprio de son ton doucereux qui faisait au damné l'effet d'un crissement d'ongles sur un tableau. Au moment d'être assermenté, le locataire s'est rendu compte qu'il avait envie de couler en bronze. La juge a débité à flot rapide des explications concernant le déroulement d'une audience pour fixation de loyer. Sa voix, plutôt raide et sèche, frappait les esprits. Comme Del Piero répandait des documents sur son bureau, tête baissée, l'arbre l'a interpellé. « Monsieur Del Piero, je vous prie de faire attention à ce que je dis. Cela vous concerne aussi. Certaines personnes pensent que cela ne concerne que le locataire, ce qui est faux. »« Je m'excuse, votre honneur !» a sursauté le proprio. Là, la juge a appuyé sur le pont de ses lunettes avec l'index et a grimacé un sourire à l'adresse du jeune homme qui semblait à moitié dans les vapes. Pour être honnête, l'intervention de la juge l'a rassuré en un sens. Par ses propos, la juge ne venait-elle pas de statuer que son cas, à lui, méritait considération? Dieu merci, il incarnait autre chose que ce paillasson bon qu'à décrotter les bottes boueuses de la justice. En tout cas, vrai ou pas vrai,
Le locataire voulait y croire, et de toutes ses forces. Il logeait à la même enseigne que les optimistes indécrottables croyant mordicus que l'acharnement au travail finit tôt ou tard par payer grassement. Il dérivait dans les eaux blanches de la déprime et, comme tant de gens, il lui fallait une bouée pour s'accrocher. Normal, ça change le mal de place. Del Piero s'est approché du comptoir pour remettre à la juge la notification qu'elle avait demandée. En lisant, elle roulait distraitement du pouce et de l'index une bille du collier comme un chapelet. Puis, au bout d'un instant, « Monsieur Del Piero, il y a un truc qui ne fonctionne pas avec les informations de la section 12 de la demande de fixation de loyer. »« Ah bon ? Votre honneur ?» s'est troublé le proprio. « Ce que vous avez mis comme réparations majeures ne sont pas des réparations majeures, ce sont plutôt des travaux d'entretien. » Le locataire a consulté vite fait le document. Il éprouvait une certaine fierté sur ce coup, car il avait vu juste. « Je suis désolé, votre honneur, » s'est excusé le proprio. Écoutez, monsieur Del Piero, voici ce qu'on va faire. Je vais vous demander un certain nombre de factures. Apportez-les-moi au fur et à mesure pour que je puisse faire mes calculs. »« Oui, votre honneur. »« Monsieur Blaise, voulez-vous consulter les factures ? » ?»« Oui, oui, madame la juge. » Une à une, les factures atterrissaient entre les mains du locataire après avoir transité par celles de la juge qui, penchée sur son bureau, pitonnait sur les touches d'une calculatrice invisible au reste de la salle. Pour la première fois depuis le début de l'audience, et peut-être même depuis des jours, l'embryon d'un sourire a incurvé légèrement les lèvres du locataire. Cette expression recelait un goût de triomphe, et voici pourquoi. Dans un courriel envoyé au proprio, rappelez-vous, le locataire avait exigé de consulter ses factures pour évaluer l'augmentation de loyer, et il s'est buté à un mur. Là, il tenait ces documents encore qu'il avait le tournis à cause de tous ces chiffres qui dansaient pêle-mêle sous ses yeux. Il se contentait de simuler un air absorbé, songea davantage à savourer le fruit de son faux triomphe qu'à vérifier l'exactitude des informations fournies. Mais soudain, son front s'est plissé. Son regard, devenu soudain grave, couvait une certaine inquiétude. Qu'est-ce qui l'inquiétait ? Bonne question. Ses efforts pour y répondre ont débouché dans la brume. Tout au plus, çà et là, saillaient des bribes de réponses avalées aussitôt par la brume. Le locataire éprouvait le sentiment plus ou moins obscur que sa réjouissance le couvrait de ridicule plus qu'autre chose. Y avait-il de quoi se réjouir, vraiment ? Cette réjouissance n'est-elle pas symptomatique d'une société malade ? N'est-ce pas l'aune à laquelle se mesure dans toute sa profondeur l'abîme de son insignifiance à lui ? L'agriculteur aurait-il de quoi se réjouir qu'on veuille bien lui jeter des miettes après que ses terres, fertiles à souhait, ont été spoliées et vendues pour une bouchée de pain ? S'efforçant de chasser ses idées, le locataire s'acharnait à croquer la pomme de son triomphe pour en savourer la chair. Mais, cette fois-ci, il a senti un truc se tortiller dans sa bouche. Un ver résidait dans le fruit, qu'il a recraché avec dédain. Une voix rêche a évincé le locataire damné de ses pensées. L'arbre au proprio. « Là, monsieur Del Piero, quelque chose ne fonctionne pas avec vos assurances. »« Ah bon, votre honneur ?» a bredouillé le proprio qui s'était mis à pâlir de la tronche. « Le montant total de vos assurances pour l'année correspondante, » a repris la fonctionnaire en ajustant ses lunettes, ne s'accorde pas au montant mensuel multiplié par 12. « Ah bon, votre honneur, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une erreur quelque part. » En fait, monsieur Del Piero, bonne nouvelle pour vous. Le montant inscrit est inférieur à ce qu'il devrait être. La tronche du proprio a retrouvé sa couleur d'un seul coup. Ce revirement perturbait le locataire qui n'a pas osé réagir pour se montrer bon joueur. « Votre honneur » a intervenu la partie demanderesse. « Ça ne me dérange pas que le montant soit inférieur, vous pour... » La juge, sans doute tombée dans le chaudron de la probité dès les premières lueurs de l'enfance, a assommé cette idée farfelue d'un coup de maillet.
Elle refusait mordicus que sa cour soit le cirque d'une telle aberration. « Appelez votre assureur, monsieur Del Piero. Je veux tirer ça au clair. » Le proprio a dégainé son téléphone, qu'il a failli échapper, et s'est exécuté prestissimo. Quelqu'un a décroché à l'autre bout. Del Piero a amorcé une convoi en anglais. La juge y a coupé court. « Mettez-le au parleur et donnez-moi le téléphone. » Le proprio a obtempéré le temps de le dire. La régisseuse s'est introduite auprès de l'interlocuteur. Le locataire avait beau tendre l'oreille, mais à cette distance, il ne captait que les résidus d'une voix nasillarde émise par l'appareil. « Ah bon ?» a fait la juge. « Vous comprenez mal le français ?» Dans un anglais assez approximatif, elle a renouvelé ses explications, caressant son collier des doigts. Puis a enjoint l'assureur à prêter serment. L'assureur a prêté serment. La fête pouvait commencer. La juge avec un lourd accent. « How do explain the écart of plus de $500 ?» L'interlocuteur se livrait à un exercice de contorsionniste. Les plis du front de son Excellence se crispaient au fur et à mesure du spectacle. Sans attendre pendant le hiatus d'une pause, elle a signifié son mécontentement avant de reposer la question, à peu de choses près, avec les mêmes mots. L'assureur a ouvert grand la champlure. Les explications inondaient la salle. Le locataire ? Hein ? Qui donc ? Ah oui ! Ce fantôme laiteux ! Il assistait à la scène, une main posée sur la joue, les pieds dans l'eau, s'évertuant de conjurer son insignifiance par la pensée. La juge ne fait que son travail, songeait-il. Mais son fort intérieur rejetait cette pensée comme le corps rejette violemment une greffe indue. En lui fluait une marée noire. Elle a contaminé chaque mètre cube de son être. La justice, se répétait-il, c'est une violence légitimée à force de banalisation. Tout est fait pour que ceux qui la subissent finissent par croire qu'elle agit dans le sens de leur intérêt. Et encore, le proprio, une salve. La juge, une arme chargée à bloc. Les politiques publiques, le peloton qui flingue mes acquis à bout portant. D'où vient l'ordre d'ouvrir le feu ? Pourquoi ? Mystère et boule de gomme. Chose certaine, je redoute moins le proprio que la juge, et encore moins la juge que les institutions politiques qui l'ont chié. Une voix dure comme la matraque a expulsé le locataire damné hors de ses pensées. La juge, qui avait enlevé momentanément ses lunettes, les a replacées sur son nez. « Monsieur !» s'est-elle agacée dans un anglais énigmatique. « I going to ask you the question a new time. How do explain the... » Un silence a saturé la salle. Puis, au bout d'un moment, l'interlocuteur a bredouillé quelque chose que seule la juge a dû entendre. Ses traits d'excellence se sont illuminés. « Il s'agissait donc d'une erreur !» a-t-elle repris l'air rassasié. « Il manque un montant de $500 à la facture. Merci pour votre coopération. Je n'ai pas d'autres questions. » Sitôt que la juge a raccroché, la panse du proprio s'est ébranlée jusqu'au comptoir où il a repris le téléphone. Tandis que le nez de son Excellence vaquait à ses occupations, le damné contemplait les murs qui l'entendaient respirer et rire à travers les fêlures. Il songeait. Combien de destins ont été brisés entre ces murs ? Combien de familles éclatées ? Combien d'espoirs égorgés ? L'envie lui prenait de secouer les murs de toutes ses forces pour leur arracher des aveux. Le souvenir d'un article lu sur son téléphone est venu raviver les braises de sa colère. Résumé, un octogénaire ayant trimé toute sa chienne de vie se voit réduit à vivoter dans sa fourgonnette à cause des coûts gastronomiques du logement. Si, gastronomique. C'est bien ce que j'ai voulu dire, et non astronomique. Je vois bien, à vos yeux, que ce choix d'adjectif vous surprend. Pourtant, dans l'état actuel des choses, il ne devrait pas. Les locataires se font bouffer kilos de viande crue à un festin d'ogre. Bon Dieu de merde! 80 ans, t'imagines? Une fois seul avec lui-même. Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de ce vieillard? D'ailleurs, dans ce genre de situation, n'est-on pas forcément seul avec soi?
La présence des autres nous enfonçant subtilement dans les sables mouvants de notre solitude? Lui arrive-t-il de songer à la mort avec soulagement? Que pense-t-il de la modernité? Ses poings crispent-ils de rage quand il pense à ses galères? La haine fait-elle gonfler ses veines? Ou peut-être, je dis bien peut-être, qu'il est tellement épuisé, lessivé, essoré, claqué comme on dit, qu'il n'a même plus la force de rager, de haïr, ni même d'être quoi que ce soit mesquine. Il appelle la foudre de ses vœux, les bras en croix. Ô foudre, réduisez-moi en cendres et offrez-moi un ultime voyage sur les ailes du vent. Dispersez-moi hors de ce monde pourri. Délivrez-moi de moi-même. La juge a postillonné quelque chose. Quoi donc? Sans importance. Un autre souvenir est venu bousculer le premier. Dans Rosemont-la-Petite-Patrie, depuis quelques années, entre une voie ferrée et une piste cyclable, campe un peuple de damnés, fantômes errants au milieu des décombres de notre modernité. Visage défait, yeux vitreux, bouche édentée, jeunesse éculée, espoir éventré. Tourne, tourne et tourne la roue de l'infortune. Tourne le jour, tourne la nuit, tourne toujours. C'est une loterie à laquelle les gens de son espèce sont à peu près sûrs de gagner. Un jour, pas si lointain, peut-être ses os à lui qui seront broyés. Un jour comme aujourd'hui, peut-être c'est resté à lui qu'on viendra décoller de l'asphalte avec une pelle, à la façon d'un écureuil écrapouti par une voiture. Tourne et tourne et tourne la roue de l'infortune. Lorsqu'Alex a émergé, il s'est aperçu qu'il traversait un boulevard sur un feu rouge. La conductrice qui a klaxonné gesticulait derrière son volant. Il a quitté le tribunal? Quand ça? Que s'est-il passé à l'audience? Aucune espèce d'importance. Plus vite il oublie, mieux sa santé mentale se portera. N'est-ce pas? Le froid de janvier giflait, mordait les lèvres, perçait les os avec les aiguilles du vent. Un relent singulier, le même qui émanait de la salle d'audience, le pourchassait. Il avait beau s'éloigner du tas la grande enjambée, rien à faire. La puanteur lui collait au basque. À moins que ce ne soit, supposait-il, la chair de notre humanité qui pourrit dans la panse de l'ogre. Ce raisonnement lui apparut si farfelu qu'il s'est empressé de le chasser. Un coin de rue plus loin, il s'est surpris en train de fredonner un air qui lui est familier. Le mal du pays de Mano Charlemagne. Quand tu rêves la nuit, exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Près de 20 ans, il a fallu pour que le mal du pays chope ses burnes, ou plutôt le mal des pays. Songer à son campérin natal fait grincer son cœur violent amer. Or, vivre ici tue. 20 putains d'années, vous imaginez? Parfois il se dit, en Haïti, c'est une violence brute qui vous tombe dessus et vous bute d'un seul coup, basta! Cette violence, n'importe qui saurait la reconnaître et la désigner de l'index, même l'enfant né de la dernière pluie ou du dernier cyclone. Ici, de manière générale, c'est une violence douce, pacifiée, pasteurisée, confuse à souhait, qui n'en finit pas de vous effriter l'être. Ici, j'avance en boitant dans le vertige d'une course folle. Mes hanches me font un mal de chien. Un chien peut-être, est-ce ce que je suis? Je cours en boitant ou boite en courant. Et pourquoi faire? Je n'en sais trop rien. Je sais juste qu'il faut maintenir la cadence, impératif absolu. Pourtant, je rêve de tout lâcher, de dévier de la piste, de marcher lentement, très lentement, hors des sentiers battus. De prendre mon temps pour une fois, au lieu de me faire prendre tout le temps par le temps. Tout le monde n'a pas cette force. Je n'ai pas cette force. Alors je cours à en perdre haleine. Et cours à en perdre la tête. Alors je nage dans le vertige d'une course folle emportée par le courant. Que suis-je au bout du compte? Je suis ce chasseur des savanes africaines
qui veut trancher les membres de l'ogre, et quand j'y serai parvenu, l'ogre mangera les membres que j'ai tranchés, et l'ogre se sera fortifié. Que suis-je au bout du compte? Je suis un esclave, et pas n'importe lequel, attention! Un esclave moderne qui a la liberté de choisir la couleur de ses fouets. Et la nuit venue, couché à même le sol de ma solitude, je rêve de marronnage et de solidarité. Et voyez-vous, je rêve que mes rêves s'improvisent rage de titan, propre à rompre la mâchoire de mes chaînes. Dehors, comme la neige a neigé. A neigé. Quelqu'un quelque part grelotte, les yeux fermés, pour mieux imaginer la chaleur d'un foyer. La chaleur d'un foyer, l'entourant de ses bras. Le claquement glauque de ce cœur au bord de l'éclatement. Au bord de l'éclatement. L'entendez-vous? Vous